Bonjour à tous, bienvenue à La Rochelle. Bonjour Tanguy Squazec. Bonjour Marie-Ange. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette émission spéciale à l'occasion des 50 ans du Grand Pavois de La Rochelle. Et oui, un anniversaire qui coïncide en plus avec le cinquantenaire du port des Minimes. Pour parler de cet événement, nous avons plusieurs invités qui renforcent cet équipage. Et avec eux, nous allons parler de sport, de pêche, de navigation, de course au large, de plaisance, de glisse, bref, du plaisir d'être sur l'eau, quelle que soit l'embarcation. Voilà, et puis nous avons aussi à bord un envoyé spécial, Florent Loiseau, qui nous emmènera dans son sillage au plus près des visiteurs et des exposants. À tout à l'heure, Florent. Et donc j'enchaîne avec les invités, notre premier invité, un invité de marque, Oui. qui va partager l'essentiel de l'émission avec nous. Yannick Bestaven, on ne vous présente plus, vous êtes navigateur, vainqueur du dernier Vendée Globe. Et également à bord avec nous, Bertrand Moquet, directeur du port de Plaisance, et Pierrick Garenne, directeur adjoint du Grand Pavois. Bienvenue à vous. Alors ce Grand Pavois, Monsieur Moquet, comment est-ce que vous le vivez chaque année ? On le vit bien. On le vit bien. Il faut savoir qu'en fin de compte, pour permettre une bonne organisation de cette manifestation, et en partenariat étroit avec les équipes du Grand Pavois, on commence à préparer le port un mois avant. Donc ça fait maintenant quelques semaines que nous organisons le plan d'eau, que nous mettons les espaces à terre, et on l'adapte aussi en fonction des contraintes du salon qui peuvent évoluer. On accueille parfois des bateaux qui s'ajoutent, et on se plie en quatre pour permettre une bonne organisation de ce salon. C'est toujours un grand bouleversement ou désormais vous êtes rodé sur cette mise en place ? Alors c'est un grand bouleversement auquel nous sommes rodés. C'est-à-dire qu'effectivement, nous libérons 360 places, 360 anneaux chaque année. Les plaisanciers en sont informés. Et on a maintenant un savoir-faire pour libérer les espaces. Très bien. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Yannick, le Grand Pavois ? Est-ce que c'est un rendez-vous plutôt de copains, un rendez-vous d'affaires ? C'est quoi ? Tout à la fois, bien sûr, c'est un rendez-vous de copains, un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous de marins. Et moi, ça a beaucoup de souvenirs puisque la première grande course océanique que j'ai gagnée était organisée par le Grand Pavois, c'était la Mini Transat en 2001. Donc j'ai toujours plaisir à revenir en tant que Rochelais sur les pontons du Grand Pavois. Monsieur Garenne, c'est quoi le plus difficile dans l'organisation d'un tel salon ? Il n'y a rien de difficile quand on organise un événement. Non, bien évidemment, c'est ce que disait juste avant Bertrand Moquet, entre autres, c'est d'organiser toute cette arrivée de bateaux, toute cette venue aussi d'exposants, d'arriver à ce qu'ils puissent s'installer le plus vite possible et surtout dans le bon timing pour après pouvoir accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions possibles. Il faut redire ces quelques chiffres à des dizaines de milliers de visiteurs, justement 750 bateaux exposés, dont 300 à flot. Tout le monde se bat pour avoir une place à l'eau, c'est ça l'histoire ? L'histoire est que, oui, c'est l'histoire même du Grand Pavois à la base, créé en 1973, un salon à flot créé par des Rochelais, puisque l'idée c'était de valoriser la filière locale et surtout de montrer des bateaux sur l'eau, parce que je crois que quand on aime la mer, quand on aime les bateaux, et les invités ici ne diront pas le contraire, c'est plus important de voir un bateau dans ses lignes que posé un petit peu à terre. Pour les exposants, c'est une facture un petit peu plus salée d'être à l'eau ? Non, pas spécialement, mais c'est surtout un avantage. Je crois qu'il faut plus le voir comme un avantage. Et si effectivement il y a 300 bateaux à flot, c'est justement pour ça. Parce que l'autre avantage, en plus de l'exposition sur l'eau, c'est de pouvoir essayer les bateaux. C'est ce que j'allais dire, les gens peuvent aller tester certains bateaux. Voilà, c'est la force même du salon à flot. Alors effectivement, il y a certaines grandes unités qui ne vont pas sortir. Mais par contre, vous avez pas loin de 100 bateaux qui peuvent sortir régulièrement. Et c'est ce qui fait effectivement l'atout même du Grand Pavois. C'est de sortir pendant toute les heures d'ouverture du salon, et à partir de 18h, on ouvre certains pontons pour que les bateaux enfermés, entre guillemets, dans l'enceinte même du salon puissent sortir en mer. Et les visiteurs plus ou moins novices, que viennent-ils chercher, Florent Loiseau, et sur les pontons au cœur de l'événement pour nous ? Bonjour Florent, quelle est l'ambiance autour de vous, dites-nous ? Bonjour. Eh bien, écoutez, il y a déjà beaucoup de monde ici sur les pontons. Il fait beau aujourd'hui, alors les gens en profitent. Le public est bien présent ici. Et ce qui est sympa au Grand Pavois, effectivement, c'est de venir voir les bateaux en vrai. Et justement, je suis avec un des visiteurs. Vous êtes de Libourne. Alors vous, qu'est-ce que vous venez chercher au Grand Pavois ? On vient chercher deux choses. Un peu le rêve, avec ces bateaux magnifiques. Nil, j'adore. Et aussi changer mon bateau. J'ai un petit Lanaver 590 et j'aimerais un bateau un peu plus fun. Et là, ici, c'est le moment de chercher. Je pense qu'on peut trouver notre bonheur. Est-ce que vous avez déjà un bateau en vue ? Non, là aujourd'hui, non. Non, on n'a pas de bateau en vue.
Je crois que vous avez aussi un projet à terme aussi, un projet alors là, qui va faire fantasmer tout le monde. Oui, ben, on rêve quand même de partir à la retraite et de voyager. Et on avait fait une année sabbatique déjà et on s'était posé la question d'acheter un bateau. Mais bon, après, le retour, revendre, donc pour la retraite. Est-ce que ça pourrait être un bateau ici chez Nil par exemple? Je pense que le 43 pieds pourrait faire l'affaire, oui. C'est pour ça qu'on veut le visiter. Et c'est quoi le budget? Là, c'est quand même des budgets assez conséquents quand même. Nous, on n'a peut-être pas le budget suffisant, mais c'est de l'ordre de... Bon, je crois que c'est, oui, effectivement, c'est assez cher. Est-ce que vous voulez m'adopter? Non. Merci beaucoup. Bon salon à vous. Et je me dirige maintenant vers Ronan. Bonjour. Vous êtes aussi du chantier Nil. Et ben, on va faire une visite avec vous parce que c'est un peu le but. Hein. Vous recevez, vous, le public qui vient visiter les bateaux. Exactement. Depuis mardi, on reçoit beaucoup de public et de plus en plus nombreux avec le beau temps. Je vous conseille quand même de mettre quelques petits chaussons. Oui, parce que vu le prix. Alors, par exemple, ce bateau-là, c'est combien? 700 000 euros hors taxe, tout équipé. Ce modèle est à 700 000 euros. 700 000 euros. Voilà, 47 je mets les chaussons. Mettez les chaussons. Merci, je c'est pas gentil. abîmer. Merci. Là, vous avez donc du monde depuis le début Depuis du salon. mardi, on a eu un début de grand pavois un petit peu plus vieux. Aujourd'hui, le temps est de la partie et les visites repartent de plus belle. Est-ce que vous signez des contrats ici au Grand Pavois? Ça nous arrive. On signe des contrats au Grand Pavois. Beaucoup de gens viennent dans un premier temps voir le produit, visiter le bateau. Et, on fait également des essais en mer suite au Grand Pavois et ça nous permet de concrétiser des ventes assez rapidement derrière. On va voir ensemble? Allons-y. Alors, il faut faire attention à la marche. Hein. Il n'y a pas d'accident? Il n'y a pas d'accident. Moi, les je suis un peu bateaux sont maladroit. assez près du quai. Ça se passe bien. Voilà. Voilà, Donc on va ici, aussi faire passer la caméra. voilà. Attention, merci. Et alors ça, voilà, c'est le dernier né du chantier Nil, c'est ça? Alors c'est le dernier né, c'est un 47 pieds 4 cabines. Nous Ouais. avions déjà fabriqué ce modèle depuis quelques années en 3 cabines. Ici on a rajouté une cabine supplémentaire, ce qui nous fait en fait une cabine sur les flotteurs extérieurs de chaque côté, une cabine dans le flotteur tribord, une cabine dans le flotteur bâbord et 2 cabines dans le carré. Une cabine propriétaire et une cabine dans la boîte à vent que vous voyez ici aménagée. Et Voilà. là, le carnet de commandes, est-ce qu'il est déjà, est-ce qu'il se remplit? Le carnet de commande est déjà bien plein sur 18 mois pour ce modèle, sur 13, 14, 18 mois on va dire. Et là, les commandes en effet s'accélèrent puisque ce nouveau 47 pieds 4 cabines est déjà bien parti. Mais alors, qui sont vos clients? Nos clients sont des gens, la plupart du temps, qui ont des programmes de tour du monde, de traversée de l'Atlantique, mais également ça peut être des clients qui laissent leur bateau dans un port d'attache et qui en profitent au beau jour, et également en gestion-location. Et donc là, voilà, c'est idéal de venir le tester ici sur l'eau. Hein. C'est vraiment l'objectif du Grand Pavois du Salon Nautique. C'est l'objectif, en effet, venir regarder un petit peu j'allais dire la largeur du bateau, la longueur, les options qu'on propose. On fait une visite complète du bateau, du poste de bar jusqu'au local technique. Et donc là, alors on voit, je sais, on va essayer de voir. Là, on a la petite cuisine, on a Cuisine le équipée, robinet, tout à fait. cuisine équipée, effectivement. Cuisine équipée, aujourd'hui on a tout le confort à bord, bien sûr. Cuisine équipée, freezer, congélateur, four, plaque. Une cabine ici, une autre cabine propriétaire, très intéressante. Voilà. Je ne sais pas si on va pouvoir voir nous, mais en tout cas, oui, effectivement, c'est très joli. Et ce qui- On ne peut pas rentrer parce qu'on a, voilà, Bien sûr. on a un matériel assez volumineux. Ouais, j'ai vu. Voilà, va falloir penser peut-être à un autre bateau encore plus grand pour accueillir les équipes de France 3. Alors nous Voilà, avons, au prochain Grand Pavois. on fabrique également un 52 pieds. Un 52 pieds, le premier sortira au printemps prochain, avec des commandes qui ont déjà démarré très fort, parce que les quatre premiers modèles sont déjà vendus sur plan. comme on Merci dit, à sur vous. plan. Merci Ronan et bon Grand Pavois à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Florent et votre équipier pour cette visite. C'est un gros bateau, un gros budget. Et beaucoup de visiteurs viennent en fait juste pour rêver. Quel premier souvenir, Monsieur Bestaven, vous avez de votre premier Grand Pavois? Vous avez quel âge? Oula, j'étais jeune, hein, certainement, non, mais les premiers grands pavois, moi je suis à La Rochelle, hein, je suis installé à La Rochelle depuis 1999. Et voilà, c'était les premiers grands pavois que j'ai pu faire. Et comme je disais tout à l'heure, en 2001, avec la préparation de la Mini Transat, Transat 650 organisée ici par le Grand Pavois avec la Charente-Maritime. Donc, Vous aviez tout ça, déjà l'œil c'est- du professionnel, quoi. Oui, j'avais déjà pas mal navigué, j'avais voilà.
Et pour vous, Monsieur Moquet, il y a une édition qui est restée particulièrement dans votre mémoire? La première, la première pour moi, forcément, puisque quand vous arrivez au port de plaisance et qu'on vous explique qu'il faut effectivement vider une partie du port, ça vous interpelle. Mais non, je crois qu'en fait, je dirais qu'à l'inverse, ce qui est plutôt remarquable, c'est la continuité dans la façon dont on arrive à organiser ceci, avec l'ensemble des évolutions qui sont souhaitées par le salon, et plutôt que de mettre un événement, en général on retient plutôt les événements difficiles, les annulations, les tempêtes, mais plutôt que de mettre en avant un moment particulier, je crois que ce qui est à souligner, c'est la continuité dans laquelle, en partenariat, on arrive à organiser pour le Grand Pavois tout cet espace et répondre aux besoins, aux nouveaux besoins de l'organisation du salon pour suivre la filière, l'évolution de la filière. Oui, parce que précisément, ça fait 50 ans que le port existe, ça fait 50 ans que le Grand Pavois existe. En fait, ils sont nés et ils ont grandi en même temps. Ils ont grandi en même temps et la présence même, l'existence même du Grand Pavois a aussi modulé l'organisation des espaces autour du port, en particulier sur la partie sud, où très clairement le Grand Pavois a en son temps est intervenu auprès du maire de La Rochelle de l'époque pour que l'organisation des espaces puisse prendre en compte l'existence du Grand Pavois et permettre son développement. Donc ça a été une co-construction entre l'agrandissement du port et le développement du Grand Pavois. Alors dans l'histoire du Grand Pavois, Pierrick, en 5 décennies, il y a un nombre incalculable de grands marins qui ont défilé ici, jusqu'à Éric Tabarly qui aimait pourtant pas bien la foule. Et c'est autant d'histoires, de points de départ et d'arrivées de voyages autour du monde. Comment est-ce que vous expliquez cette longévité ? Je crois que la longévité, ce que vient de dire Bertrand est très important, parce que moi je vais rebondir sur quelque chose. S'il n'y avait pas eu le port, il n'y aurait jamais eu de Grand Pavois. C'est surtout ça aussi. C'est que cette fabuleuse vision qu'il y a pu y avoir en construisant ce port de plaisance relativement assez loin du centre-ville est remarquable et fabuleuse. Et après, le Grand Pavois est venu l'année suivante de la première pierre. Mais s'il a continué à grandir, c'est aussi grâce à tout cela et grâce à ça. Et pour répondre à la question, je crois qu'on a un petit slogan qui dit la référence des passionnés. Je crois qu'elle est pas totalement infondée et surtout c'est pas que du marketing entre guillemets. C'est que je crois qu'on est vraiment des passionnés. Yannick l'a dit au travers donc des autres événements qu'on a pu organiser. Il y a cette passion de la mer, il y a cette passion des marins, il y a ce respect des marins. Il y a cette passion aussi, puis il faut bien repenser que le Grand Pavois est une association loi 1901 avec des professionnels autour de la table. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que nous sommes au cœur du marché et on essaye de répondre aux attentes des professionnels du nautisme. Donc en répondant aux attentes des professionnels, on répond aussi aux attentes des passionnés et aussi des grands marins qui, quelque part, s'y retrouvent. Allez, pour nous rafraîchir nos souvenirs, Éric Vallet s'est plongé dans nos archives. Voyons ensemble ce qu'il a repêché. Il y a 50 ans, la plaisance se développe sur la façade atlantique. Le port des Minimes vient de naître et 4 mousquetaires de la construction navale rochelaise lancent le Grand Pavois Salon à flot. Il s'appelle Mallard, Hamel, Dufour. Le dernier, c'est Fernand Hervé. Sur les pontons, on dit tonton. À La Rochelle, nous sommes uniquement bateau neuf, à flot. Le Grand Pavois a été fait pour être un salon de qualité et de présentation de modèles de voiliers. La manifestation va grossir. En 1976, elle s'étend à terre aux équipementiers. Un jeune vendeur de l'époque qui a fait son chemin depuis s'en souvient. On n'avait qu'un seul hall. Il n'y avait pas évidemment ce qu'on connaît maintenant. Un seul hall, et dans ce hall on était tous les uns à côté des autres, et puis les stands n'étaient pas évidemment les stands qu'on a au jour d'aujourd'hui. En 82, les bateaux moteurs font pour la première fois leur apparition. En 88, un spectacle est lancé, il s'appellera Voile de nuit. En 89, les passionnés de la marine traditionnelle voient naître le village-bois, démonstration à l'appui. Mais les gens de mer le savent, la vie c'est aussi le gros temps, et en 93, le Grand Pavois s'arrête pour cause de tempête. Messieurs, dames, en raison d'une tempête, il se pourrait que l'on évacue le Grand Pavois aux environs de midi. Restez vigilants. Autre coup de tabac en 2006, on parle de déménager l'événement. Et les Bordelais s'y voient déjà. Un Grand Pavois en 2007, c'est-à-dire qu'il faut aller très vite. Et ensuite, nous aurions un Grand Pavois grandeur nature dès 2008. Grosse guéguerre d'intox, La Rochelle gonfle alors ses muscles. Ce que je sais, c'est que les plaisanciers en France
c'est à La Rochelle qu'ils veulent venir voir les bateaux à flot. Voilà. Donc ce que je sais, c'est que le salon nautique de La Rochelle, comme beaucoup appellent le Grand Pavois, existera. Finalement, le Grand Pavois restera sur ses terres et même un peu à l'étroit continuera à se mettre au goût du jour avec par exemple l'ouverture d'un espace pêche ou encore la création d'un village glisse pour rajeunir la clientèle. Pendant ces 50 années, le Grand Pavois vivra des hauts et des bas au rythme des soubresauts de la vie économique. Après les années fastes, c'est la crise de 2008 qui s'abat et s'épétole. À partir de 2015, les vents sont à nouveau portants. Puis récemment, le Covid frappera, l'édition 2020 sera annulée. Mais dans le nautisme, on sait faire front face au gros temps. Le cinquantenaire aujourd'hui est fringant et il est toujours à flot. Oui, Martin Fountaine, bonjour. Vous nous êtes monté à bord pendant ce reportage. Vous êtes administrateur de La Rochelle Nautique. C'est la principale école de voile de La Rochelle, issue de la fusion entre la Société des régates rochelaises et puis l'école de voile rochelaise. On l'a aperçu dans le reportage. Bordeaux avait tenté de récupérer à un moment donné l'organisation. Aujourd'hui, le Grand Pavois, c'est un poids lourd en Charente-Maritime. Le rendez-vous développe, on l'a vu, des aspects économiques, mais aussi nautiques et dans d'autres domaines. C'était important d'élargir les horizons. Oui, c'est vrai que cette fusion, en tout cas, elle a permis d'élargir un peu tout ce qu'on veut pouvoir faire à La Rochelle Nautique, que ce soit le Grand Pavois, que ce soit le port de Plaisance, que ce soit le pôle France. C'est vrai qu'on regroupe beaucoup d'activités ici. Aujourd'hui, on a le Grand Pavois. En mer, on a des catamarans avec des champions olympiques, avec des champions de SailGP. Voilà, à La Rochelle, je pense qu'on sait rassembler pas mal de choses. Maintenant, La Rochelle Nautique, c'est une association. Sans ses membres, c'est rien. Maintenant, on veut vraiment une association très large, que ce soit de l'élite, mais aussi que ce soit de la plaisance et s'amuser sur l'eau. Et parmi les autres bonnes raisons de rêver que nous fournit le Grand Pavois, il y a désormais tout un volet sportif. Donc, et quel meilleur ambassadeur que le dernier vainqueur du Vendée Globe avec nous, Yannick Bestaven. Ce week-end, vous êtes particulièrement à l'honneur. C'est le baptême de votre nouveau bateau. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à ce que ça se passe ici au Grand Pavois ? Parce que mon histoire avec la course au large est quand même rochelaise. J'ai préparé tous mes bateaux à La Rochelle, beaucoup de mes bateaux à La Rochelle. J'ai déjà baptisé un classe 40 à La Rochelle et c'est la continuité. Et voilà, si aujourd'hui j'ai pu gagner le Vendée Globe, c'est certainement grâce à la fameuse Mini Transat dont je parlais. C'était le point de départ. Et voilà, étant Rochelais, c'est tout normal de baptiser mon bateau avec les Rochelais au sein du Grand Pavois, quoi. Il fallait boucler la boucle. Aujourd'hui, le Maître Coq 5, il est sorti des chantiers. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce nouveau bateau ? C'est un beau bateau, il est rouge, noir avec un peu de vert fluo. Ouais, sur les côtés. Non, c'est un bateau qui est au sommet de la performance en fait. C'est-à-dire qu'on est au maximum de ce que nous autorisent les jauges IMOCA. C'est-à-dire qu'on a de très grands foils. Les foils, c'est ces ailes qu'on voit maintenant pousser sur le côté de nos bateaux qui aident à faire voler nos bateaux. Donc c'est un bateau qui va être certainement plus rapide que Maître Coq 4. Et voilà, il va falloir maintenant le dompter, apprendre à s'en servir. Et le chemin va être long mais court à la fois parce que 2 ans ça va vite passer pour être au départ du prochain Vendée Globe. Alors on le voit sur des images là, ça c'était il y a 2-3 jours, vous étiez en train de faire la qualification du bateau pour la prochaine course. Ça s'est passé comment ces premiers 1200 000 à bord de Maître Coq ? Très bien, c'est une découverte, hein. C'est vrai qu'il faut reprendre les automatismes. J'avais pas fait de solitaire depuis l'arrivée du Vendée Globe, hein, depuis un certain 28 janvier 2021. Et voilà, donc il a fallu reprendre un peu ses marques et puis découvrir. C'est sympa aussi la découverte d'un nouveau bateau, de nouvelles performances et arriver un peu à comprendre comment il fonctionne. Et voilà, donc ça s'est très bien passé. Et surtout, je suis content d'être enfin acquitté de cette qualification. Alors, vous nous avez dit un mot de ces foils. C'est devenu incontournable aujourd'hui dans la course au large, ce système ? Oui, c'est devenu incontournable. On regarde les 2 derniers podiums du dernier Vendée Globe, c'est des bateaux à foils, bien sûr. Et pour gagner le prochain Vendée Globe, il faudra aussi des foils, ça c'est sûr. Alors, c'est combien de temps de préparation un nouveau bateau tel que celui-ci ? Il y a le temps des croquis, des banques, on l'imagine ? Et puis le chantier en lui-même ? Oui. La construction en soi, c'est déjà 14 mois. C'était 14 mois pour nous. Donc c'est long et court à la fois parce que c'est des bateaux qui sont bourrés de technologie. Il y a beaucoup de sous-traitants, beaucoup de matériel à bord et beaucoup de mise au point à faire. Et après, la préparation sur une campagne Vendée Globe, moi, je suis 3 ans avant le départ. Je pense que c'est bien d'avoir 3 ans devant soi pour fiabiliser. Parce que pour gagner un Vendée Globe, il faut avoir un bateau fiable, ça c'est sûr. Alors justement, votre programme de course, ça va être quoi là, d'ici le départ du Vendée Globe ? Déjà le 6 novembre, la route du Rhum, au départ de Saint-Malo, direction Pointe-à-Pitre. Ça va être le premier step, la première course qui va me permettre de me qualifier pour le prochain Vendée Globe. Et puis après, il y a tout un programme de course avec l'IMOCA,
notamment la Transat Jacques Vabre l'année prochaine, la Transat anglaise et beaucoup d'autres courses pour se perfectionner et apprendre à naviguer avec ce nouveau bateau. Avec un objectif qui n'est pas dissimulé, c'est le doubler sur le Vendée Globe. Ben, je vais dire, parce qu'il n'est pas très loin, faire aussi bien que Michel Desjoyaux, voire mieux, parce que lui, il a gagné 2 fois, mais pas d'affilée. Voilà. Ouais. J'en profite de le dire parce qu'il est à côté. On le verra tout à l'heure. Il arrive. Allez, dans un style plus modeste, nous rejoignons de nouveau Florent Loiseau. Vous êtes près de l'eau, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que vous allez tester pour nous ? Alors, regardez ce que j'ai trouvé, c'est la trottinette électrique des mers. C'est une sorte de gros paddle, vous le voyez. Il y a un moteur électrique derrière, c'est assez facile d'utilisation. C'est présenté en exclusivité sur le Village Glisse. Et cet équipement, il a été acheté par Marie. Bonjour, vous avez des bases nautiques à La Rochelle. Alors pourquoi vous avez acheté cette trottinette électrique des mers ? Eh bien, tout simplement pour ouvrir sur un nouveau secteur qui est le secteur électrique, beaucoup plus écologique. Et on a voulu développer du coup l'activité au sein de nos sociétés donc AWL à La Rochelle. Et ça va jusqu'à combien de kilomètres-heure, si on peut dire ? Alors, 7 km/h. D'accord. Directement, c'est très stable ça a une autonomie. J'ai l'équilibre d'une pierre et franchement, j'y arrive. C'est parfait, décontractez-vous. Je tente la marche arrière. Hein. Allez-y. Et l'autonomie est de 6 à 7 heures. Et donc pour vous, c'est vraiment un nouvel outil pour la base nautique. Exactement, tout à fait. Vous pouvez monter à 1 ou 2 personnes, partir avec 2 adultes, un adulte et un enfant. C'est un équipement qui coûte cher quand même. À l'achat, aux alentours de 6 000 € à peu près. D'accord. Et ça, ce sera donc expérimenté dès cet été sur les bases nautiques de La Rochelle. Exactement, tout à fait. On a un petit peu pu le tester cette année déjà sur notre base de la plage à Double Beach. Et puis ils ont pu faire le tour du phare du bout du monde. Aller découvrir les abords de La Rochelle. Bon, et bien alors en marche arrière, je vous le conseille, c'est hyper facile. Et donc vous pourrez le tester dès cet été sur les plages de La Rochelle. Merci beaucoup Florent. Bon, j'avoue, moi je suis pas sûre avec mon équilibre légendaire de vouloir m'aventurer là-dessus. Allez, Violette d'Orange nous a rejoint à son tour. Bonjour à vous. Bonjour. 21 ans et déjà de multiples traversées en solitaire à votre actif. Et oui, on le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Violette, ça a commencé lorsque vous aviez 14 ans, une traversée de la Manche en optimiste au milieu des cargos, il faut quand même se l'imaginer. Et ça y est, le virus était attrapé, vous avez enchaîné depuis les exploits et réalisé votre première transatlantique à 18 ans à peine. Et votre prochain projet, très gros morceau, le Vendée Globe, vous êtes prête ? Oui, je prépare en ce moment le Vendée Globe 2024, donc c'est un gros projet, c'est un Everest pour moi puisque je vais être la plus jeune de l'histoire normalement à réaliser le Vendée Globe aussi jeune. Donc voilà, c'est un gros projet, je suis toujours à la recherche du partenaire titre, mais tout le projet est déjà lancé, il y a toute l'équipe derrière et puis je vais récupérer un très bon bateau. Donc voilà, c'est parti. Vous pouvez nous en dire un mot de ce bateau que vous allez récupérer ? Je vais récupérer le bateau de Jean Le Cam. Donc c'est un très bon bateau avec lequel il a fait le dernier Vendée Globe et il termine 4e. Donc c'est un bateau qui a du potentiel. Mais surtout le plus important pour moi, c'est que c'est un bateau vraiment fiable sur lequel je peux me sentir en sécurité pour un premier Vendée Globe. Il faut convaincre les banques alors maintenant, les sponsors, de suivre. Oui, le partenaire titre ou le 2 partenaires co-titres, c'est sûr que c'est le premier grand défi, forcément, c'est de trouver le budget. Mais il y a déjà une bonne partie et on est à fond sur la recherche. Donc voilà. Vous faites partie de ces marins nombreux qui ont appris la voile ici, en Charente-Maritime. Donc c'était le début de votre histoire avec la voile. Et puis vous êtes parti en Bretagne. Actuellement, c'est là-bas que vous vous entraînez. C'était une nécessité, une obligation ? Je suis tombée sur une période où c'était plus facile de partir en fait à Port-la-Forêt en Bretagne pour démarrer mon projet, mais je suis quand même vraiment attachée à La Rochelle. J'ai commencé ici au port des Minimes et puis je suis toujours licenciée au club de La Rochelle, donc c'est quand même ça me tient à cœur de représenter la Charente-Maritime même si je m'entraîne en Bretagne, puis pourquoi pas un jour essayer de revenir, donc on verra. Alors justement, aujourd'hui, on reparle de course au large pour La Rochelle avec l'installation d'un pôle sportif dédié. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je trouve ça génial. Je pense La Rochelle a un potentiel en tout cas pour essayer de développer la course au large. Et on a un super pôle pour les jeunes en voile légère. Donc pourquoi pas avoir une suite vraiment vers la course au large. Et je pense que si ça se construit, c'est trop génial. Et je vais essayer de mettre ça en avant aussi dans mon projet.
Même question pour vous, Martin Fontaine. On est sur la bonne voie avec la voile d'excellence à La Rochelle. Je pense que sur la voile, globalement, on a su, avec la voile scolaire, avec les jeunes, Violette, elle fait partie d'une filière qui est arrivée en primaire, en optimisme, qui est montée avec le sport-études. On avait toute la partie olympique qui était assez bien faite avec le Pôle France. Aujourd'hui, sur la partie habitable, c'est vrai qu'il y avait des jeunes de chez nous qui avaient tendance à partir en Bretagne avec une grosse volonté du Pôle France. La victoire de Yannick, évidemment, la volonté de La Rochelle Nautique. C'est vrai qu'il y avait des choses à faire sur la partie habitable. Il y avait un problème d'infrastructure, il y avait un problème sportif, on cherchait aussi des coureurs. Il y a des coureurs qui gagnent des grandes courses et c'est fabuleux. Des infrastructures, ça commence à arriver doucement. Il y a des entraîneurs avec le Centre Excellence Voile qui est arrivé. Donc depuis déjà 6 mois maintenant, il y a un pôle France au large, course au large, qui est à La Rochelle. Maintenant, il faut le lancer et il faut continuer. Yannick Bestaven, Martin Fontaine le disait à l'instant, votre victoire au Vendée Globe, ça a été un pas décisif, on l'a senti. Ça n'a pas été simple, on imagine, pour vous de maintenir Non, décisif, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de champions qui ont été formés à La Rochelle, et Martin l'a bien expliqué, Violette aussi. C'est vrai qu'on a un pôle d'excellence, notamment en olympisme. En course au large aussi, on a eu des grands vainqueurs de course au large de La Rochelle, ça c'est sûr, je pense à Pierre Follenfant et tant d'autres. Par contre, Martin l'a dit aussi, les infrastructures manquent à l'heure d'aujourd'hui, ça avance très doucement. Il y a beaucoup de projets qui voudraient s'installer à La Rochelle, moi j'en ai pas tous les jours au téléphone mais presque. Et il faut vraiment des infrastructures pour accueillir ces beaux bateaux, parce que c'est des beaux bateaux qui coûtent cher, mais ils coûtent cher parce qu'il faut travailler énormément de personnes dans le nautisme. Et c'est une vraie économie de la course au large. La Bretagne, l'Orient a su le développer. Je pense que maintenant, La Rochelle et l'Aquitaine doivent se positionner parce qu'il y a des grands marins aquitains. Et il faut que ces projets-là restent à La Rochelle, soient formés à La Rochelle, mais restent à La Rochelle économiquement. Et alors là, on vous pose la question à tous. Est-ce que le soutien politique est là aujourd'hui pour ça ? En tout cas, il y a un groupe de travail qui a été fait au niveau de la Nouvelle-Aquitaine avec un cluster maritime. Il y a une envie, sportivement, ce qui est important, c'est d'avoir des coureurs qui ont envie, que d'un point de vue sportif, il y a 2 entraîneurs, que ce soit Étienne Seyss et Julien Pulvé, qui aujourd'hui font des entraînements. Il y a maintenant tout un dossier au niveau du port de pêche pour accueillir des bases. C'est en cours. Je pense qu'en tout cas, Yannick ne peut qu'aider dans ce domaine-là, même si ce n'est pas toujours facile. Et pour que ça fonctionne, il faut commencer par le début à La Rochelle. La voile, ça démarre dès l'école primaire. La preuve par l'exemple avec ce reportage de Marie Lebrun et Malvin Haro. Allez, on va dérouler les voiles. Il y en a un qui va sur l'avant du bateau, qui déroule la voile. Allez, c'est parti. Ces apprentis navigateurs testent leurs pieds marins pendant 2 semaines sur leur voilier. Ces enfants grandissent presque les pieds dans l'eau. Pourtant, c'est un sport nautique qu'ils connaissent peu, mais que la pratique convainc rapidement. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans la voile? C'est de tomber à l'eau. Pourquoi? Non, je rigole. Hier, avec les énormes vagues, c'est vrai que c'était très drôle. Et c'était très gros. Des fois, ça nous faisait un peu peur, mais c'était très drôle. Parce que nos bateaux, ils nous éclaboussaient, on était trempés. On avait un peu froid, mais c'était amusant. Il y en avait une personne qui conduisait le bateau et une personne qui tirait la voile. Et alors toi, t'avais quel rôle? Moi, c'était de conduire. L'école des Grandes Varennes où sont scolarisés ses élèves est labellisée Génération 2024, programme sportif en lien avec les Jeux Olympiques de Paris. L'idée, mélanger sport et école pour qu'à l'issue tous soient licenciés. Une manière aussi pour ces élèves de sortir de leur environnement. Il y a des élèves qui sont très moteurs et donc effectivement très à l'aise sur les bateaux. Il y a d'autres élèves très sûrs d'eux qui au contraire sont plutôt craintifs sur les bateaux, mais on a vu aussi une évolution. Viens vers moi! Chaque année, près de 900 élèves rochelais s'initient à la voile avec le soutien de la ville. Vous voyez la série des bouées rouges? Eh bien on va viser pile poil entre le club et les bouées rouges. La Rochelle a vu naître quelques champions sur les vagues, alors ces stages sont aussi l'opportunité de repérer de futures pépites. Aujourd'hui, c'est pas loin de 500-600 élèves qui peuvent passer dans l'année, entre les collèges, les lycées et les écoles primaires. Je dirais qu'on n'est pas loin d'une petite trentaine qui reviennent faire de la voile après à l'année et refaire des stages d'été aussi. Venez par ici! À l'issue du stage, ce groupe de CM1 et de CM2 partira en classe de mer, direction l'île de Ré à vélo. Des jours en mer supplémentaires pour manier à la perfection la barre de leur voilier. Et nous sommes drôlement chanceux. Nous avons 2 vainqueurs de Vendée Globe ensemble, côte à côte, car après les écoliers, nous recevons le professeur Michel Desjoyaux, l'un des navigateurs en solitaire les plus titrés au monde. Bonjour à vous.
Bonjour. Eh oui, Marie-Ange, vous savez comment on appelle la course au large? Je vous écoute. En fait, c'est un sport qui consiste à aller d'un point A à un point B. À la fin, c'est Michel Desjoyaux qui gagne. Bon, Des fois, c'est Yannick aussi. Hein, quand depuis même. quelques années, Yannick et Violette essayent de faire mentir un peu l'adage. Voilà. Bon, votre fief, c'est Port-la-Forêt, à côté de Concarneau, en Bretagne, où est établi le pôle France de course au large. Comment est-ce que vous voyez ce retour de La Rochelle dans justement le monde sportif? Moi, je vois ça très bien. Plus il y a d'émulation, plus il y a de concurrence, plus il y a d'efficacité. Et du coup, nous, on a été un peu les précurseurs en matière de course au large en solitaire, parce que c'est vrai que quand on a démarré en 90, le centre d'entraînement, c'était un peu une révolution que de faire déjà s'entraîner, se préparer des coureurs au large en solitaire. C'était plus la troisième mi-temps qui les intéressait. Et puis ça a fait évoluer l'ensemble du milieu. Puis maintenant, il y a plein de gens qui essayent de le copier. Alors, je ne vais pas me faire lyncher ici, donc je ne vais pas dire que ce n'est pas égalable. Mais voilà, il y a une expertise. Et si ce modèle-là est reproduit et fonctionne, et puis Violette ou même Yannick aujourd'hui qui peut en bénéficier, tant mieux, il y a de la place pour tout le monde. Faut pas être, C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui dans un domaine comme celui-ci, qui est quand même un domaine de pointe d'élite? Demandez à Yannick, est-ce qu'il a envie d'aller s'entraîner à Port-la-Forêt? Il va dire c'est beaucoup trop loin de chez moi. L'eau est trop froide. Ouais, l'eau est froide. C'est beau par contre. Hein. L'eau est plus claire par contre. En face, non, mais c'est vrai qu'à Port-la-Forêt, c'est une bande de potes au départ qui a lancé ça. Des Michel, des Bilou, des Jean Le Cam. Et c'est eux qui ont monté le niveau de la course au large. Et moi, j'ai jamais été en compétition avec Port-la-Forêt parce que j'ai bénéficié, comme Violette, des entraînements à Port-la-Forêt. Par contre, j'ai dit, eux, ce qu'ils ont fait, il faut le reproduire. Et nous, en Aquitaine, c'est vrai qu'on est loin de Port-la-Forêt et qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de plus en plus de projets. Il y a je ne sais pas combien de classes 40 en construction, d'IMOCA. Ils ne peuvent pas accueillir tous les marins à Port-la-Forêt. Donc, bien sûr qu'il y a de la place. Donc, il y a une place à prendre, surtout. Donc, oui, il faut répéter ce qu'ils ont très bien fait et le faire au moins aussi bien qu'eux, ça serait bien. Ouais. Donc, Martin Fontaine, vous l'avez dit, aujourd'hui dans ce pôle d'excellence voile, il y a déjà plusieurs filières depuis le début de l'année qui sont réellement établies. Il y a Julien Pulvé qui entraîne les Mini 650, il y a Étienne 16 qui entraîne les Figaro 3, vous connaissez bien Violette. Quelle est la prochaine étape pour attirer d'autres filières? La prochaine étape, ça va être les IMOCA, éventuellement les classes 40. Les classes 40, il y a déjà des stages qui sont organisés. La difficulté sur les IMOCA, et c'est vraiment le tir en dos. On est sur un plan d'eau où en Bretagne, on va avoir plus facilement de l'eau. On a des marais ici avec des pertuis un peu moins profonds. Il y a un ponton qui a été installé au port de pêche qui peut accueillir pour le moment 2 bateaux. J'espère bientôt plus. En tout cas, c'est le projet. Maintenant, c'est vrai qu'on a des expertises locales, que ce soit des entreprises, des voileries, que ce soit des préparateurs, des routeurs météo. Donc il y a du monde maintenant, classe 40 et IMOCA, je pense que c'est l'étape suivante. Et surtout pérenniser un groupe de Figaro qu'on ait de plus en plus de bateaux. Qu'est-ce qui manque en fait aujourd'hui pour que tout ça s'enclenche? Aujourd'hui, ce qui manque, c'est un peu d'expérience. Ça fait 6 mois que ça a commencé. Il y a des entraînements, il y a des bateaux. Maintenant, il va falloir que des concurrents comme Violette, qui sont au début, réussissent à structurer leur financement, qui puissent s'inscrire, faire un groupe et ensuite le monde fait venir le monde. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Plus on a de concurrents, plus on a de fers de lance comme Yannick, plus les gens vont venir et ça continuera. Bon, Violette, vous avez entendu, il y a des appels du pied. Quand est-ce que vous revenez? Aujourd'hui, j'essaye d'abord de monter mon projet, de vraiment construire ça, puisque c'est déjà un énorme défi. Mais bien sûr, c'est quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête. C'est sûr que je suis attachée à La Rochelle, donc ce sera intéressant de revenir plus tard. Merci beaucoup. Allez, on va tourner une page de cette émission pour aborder un autre chapitre qui est central au Grand Pavois et qui l'a toujours été. C'est l'innovation depuis quelques années. L'innovation, il faut qu'elle soit surtout durable. Durable. Allez, le monde de la voile, on le sait, est un grand consommateur de plastique et de matériaux polluants, mais de plus en plus d'initiatives fleurissent pour réduire cette empreinte écologique. L'architecte naval rochelais Antoine Mainfray est de cela. Il présente lors de ce Grand Pavois 2022 sa nouvelle réalisation éco-responsable et il concourt au titre de meilleur bateau européen de l'année dans sa catégorie. Reportage Mathilde Reski et Pierre Lahaye. Combien de tirants d'eau on a 1,90 m. À la barre de l'Ace 30, non pas un skipper, mais un journaliste italien, membre du jury du bateau européen de l'année. Sa mission à bord, évaluer le voilier dans son ensemble. Il y a beaucoup de critères. Le premier, c'est la cohérence du projet et de la construction. Et aussi, qu'est-ce que c'est l'objectif initial et qu'est-ce qu'on a obtenu.
Et celui-là, c'est génial parce qu'il a construit le bateau sans les moules et avec du bois. Il cherche de faire aussi avec des fibres naturelles. C'est très intéressant. En matière d'éco-responsabilité, son concepteur Antoine Mainfray n'en est pas à son coup d'essai. Depuis 2016, il intègre à ses créations des matériaux naturels, comme le bambou, avec lequel il construit un Mini 650 l'an dernier. Cette conscience écologique est selon lui indispensable. C'est important d'y prendre garde et de faire attention à ce que notre mode de production impacte le moins possible l'environnement. On ne peut pas dire qu'il n'impacte pas, chaque production impacte forcément, le but c'est d'essayer de réduire au maximum tout ça. Pour réduire l'impact environnemental de ce prototype de 30 pieds de long, une coque en contreplaqué époxy, de la fibre de verre dans le pont, de la mousse biosourcée, la sélection de ce bateau écolo dans la catégorie voilier spécial de l'année était une surprise bienvenue. Rien que la nomination, c'est une récompense pour le travail qu'on a accompli. Et puis aussi, c'est en plus une occasion assez unique de pouvoir se confronter à d'autres bateaux. Car l'Ace 30 est un bateau de régate, déjà 2 courses à son actif depuis sa mise à l'eau en avril. L'utilisation de matériaux verts n'enlève rien à la performance et pourrait même peser dans la balance du jury qui désignera le meilleur bateau européen de l'année, courant janvier 2023. Michel Desjoyaux, quel est votre regard là-dessus? Comment se positionne la filière nautique française? On est en retard, en pointe, au milieu de la flotte? Alors je ne sais pas comment on est par rapport aux autres pays. Ce qui est sûr, c'est que la prise de conscience, maintenant, elle est réelle, elle est enclenchée. Que ce soit sur la partie construction et dans la course au large, on est loin d'être exemplaire. Un bateau de course, ça avance avec très peu d'énergie à porter. Mais par contre, pour les construire et pour les déconstruire derrière, il y a encore énormément de boulot. Maintenant, voilà, comme il le disait dans le reportage, on doit essayer d'aller vers quelque chose de plus vertueux. L'essentiel déjà, c'est que la prise de conscience soit là. Après, on va trouver des solutions. Maintenant, comme c'est dit aussi dans le reportage, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc oui, à partir du moment où on a une activité, elle a des conséquences en matière de matériaux, de pollution, d'énergie utilisée. Et c'est aussi quelque part un de nos points forts de compétiteurs, c'est qu'on cherche à tout optimiser. Donc on peut aussi apporter des choses dans cette dynamique-là. Et alors pendant que vous nous parlez, on découvre depuis quelques secondes ces images du projet que vous êtes venu présenter ici à La Rochelle pendant ce Grand Pavois. Cette voile tout à fait curieuse qui est gonflable. C'est un projet qui est mené avec Michelin, je crois. À quoi ça va servir? En fait, donc Michelin qui porte ce projet, qui a racheté la propriété intellectuelle de 2 Suisses qu'on connaît bien puisqu'ils ont fait plein de choses pour la fabrication des voiles. Donc c'est une voile gonflable épaisse et surtout elle est totalement automatisée. Le but du jeu, c'est d'aller aider à la décarbonation du transport maritime. Peut-être sur la plaisance aussi, on y travaille, mais l'objectif principal, c'est vraiment d'aider les cargos. 90% des pneus Michelin sont transportés par des containers maritimes. Et Michelin s'est dit, on ne peut pas laisser nos transporteurs continuer de cramer du fuel. On va essayer de les aider à diminuer l'impact global. Alors, quelle est la part on va dire de greenwashing dans une proposition comme ça et d'efficience réelle en termes écologiques? C'est pas du greenwashing. Le but du jeu, c'est vraiment d'aller faire des économies aux cargos qui seraient équipés. Il y a 150 ans, le commerce maritime se faisait à la voile. Le fuel n'existait pas, la vapeur non plus. Remettre un petit peu de propulsion en utilisant l'énergie du vent, je dirais, c'est même pas une innovation, c'est une logique. On sait que le pétrole, il va y en avoir de moins en moins, il va coûter de plus en plus cher, ça pollue. Là, on a une énergie que nous, compétiteurs à la voile, on connaît bien. On peut aider toute la filière alors peut-être pas à devenir 100% vertueux, parce qu'il n'y a pas de miracle, il y a de l'activité économique, il y a du transport maritime à faire. Est-ce qu'on peut le faire en étant un peu moins impactant? C'est ça qui est souhaité avec ce projet. Merci. Allez, nouveau détour auprès de notre envoyé spécial Florent Loiseau pour parler d'un autre volet du Grand Pavois qui a pris énormément d'ampleur ces dernières années, la pêche. Florent, cette fois, nous vous retrouvons donc auprès de spécialistes de la discipline. Oui, nous sommes à côté d'une piscine d'eau de mer pour tester les leurres, évidemment, c'est important. Bonjour Jérémy, alors vous êtes guide de pêche. Là, en quoi c'est intéressant d'avoir cette animation au cœur du Grand Pavois? Au cœur du Grand Pavois, il est nécessaire d'avoir ce type d'animation pour montrer à l'ensemble du grand public que l'on peut pratiquer la pêche à la ligne de manière très ludique,
avec des leurres par exemple de surface comme Nico est en train d'utiliser actuellement. L'avantage de cette pêche, en fait, c'est que l'on va avoir un côté visuel car nous travaillons avec des leurres qui sont posées sur la pellicule de l'eau. Et ça provoque énormément d'émotions aux pêcheurs de voir monter le prédateur, le bar en l'occurrence, attraper ce leurre sur la peau de l'eau. Alors ça coûte combien ? Un leurre de surface, on est sur des tarifs qui oscillent entre une dizaine et une vingtaine d'euros. Donc c'est quand même un loisir qui peut coûter assez cher hein, finalement. C'est un loisir de passionné qui peut coûter effectivement assez cher. Aujourd'hui, on a quand même l'avantage d'avoir un leurre qui ne se perd que très peu car il est en surface, on ne l'accroche que très peu sur le fond. Donc là, l'avantage, il est là, on a un leurre que l'on peut réutiliser de multiples fois. Par contre, c'est pas biodégradable, ça se recycle pas ça hein. À ce jour, les travaux sont en train d'évoluer. Les leurres vont prochainement devenir peut-être biodégradables sur ce type de leurre. Ouais. Alors Jérémy, je vous propose qu'on aille voir, on va se diriger vers le stand de la Fédération de pêche parce que là aussi, il y a un atelier que je veux voir. Je vais vous le rendre parce que je suis assez maladroit et là, je pense que je vais me le prendre dans le doigt, c'est sûr. La Fédération de pêche dit que la pratique est de plus en plus courante, c'est ça ? Tout à fait, c'est une perpétuelle évolution en termes de nombre de pratiquants. Aujourd'hui, on est quand même sur le loisir le plus pratiqué des Français après le football. Donc c'est un loisir qui évolue tous les jours. On a des petits leurres qui évoluent tous les jours, qui sont de plus en plus naturels. Du matériel également qui évolue de manière à faciliter l'accès, qui soit de plus en plus facile et de plus en plus plaisant. Et alors vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Alors moi, ce qui me fait vibrer, je suis moniteur guide de pêche, ce qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est d'emmener les gens à la pêche et de voir ces sourires lorsqu'ils prélèvent leur premier poisson, lorsqu'ils prennent leur premier poisson, c'est un pur bonheur. Ouais. Moi, j'y connais rien. Comment vous pouvez me convaincre de dire allez, on y va, je vais vous initier à la pêche ? Eh bien, venez découvrir. Déjà, c'est au moins être sur l'eau, au bord de l'eau, découvrir l'environnement, voir de magnifiques choses. Hein. Mine de rien, la nature nous réserve tellement de belles surprises. Et puis pouvoir potentiellement séduire le monde naturel qui se vit sous l'eau que l'on ne voit pas, c'est un bonheur perpétuel. Ouais. Merci beaucoup. Je vais vous reprendre le micro et je vais le transmettre à Bernard. Bonjour Bernard, vous êtes de la Fédération de pêche. Alors vous, là, qu'est-ce que vous proposez ici ? Nous, on propose plein d'animations. Aujourd'hui, on est en démonstration sur un simulateur de pêche. Ouais. Comme vous pouvez le voir, c'est du sport. Est-ce que je peux essayer ? Ah, tout à fait, avec grand plaisir. Je prends la relève. Avec grand plaisir. Alors là, qu'est-ce qu'on aura de pêcher là ? Alors attention, calez bien votre canne. Ouais, là, je cale, vas-y. Au doigt, là, tu as une bonite au bout. J'ai une bonite, ok. Voilà, tu as une bobine d'une dizaine de kilos. Hein, une bonite, hein, ah oui, ça pousse dur, ouais, d'accord. Donc c'est pas un sanglier, vous êtes sûr ? C'est pas du tout un sanglier, on n'y est pas pour ça, on n'est pas là pour ça. Donc, et alors là, les gens qui viennent tester, ils viennent tester le matériel, c'est ça ? Ils viennent tester le matériel et ils viennent s'essayer au simulateur et la pêche en mer. Parce que c'est des sensations vraiment terribles. Hein. Ça reproduit exactement le combat du poisson. Et alors, faut avoir un peu de bras quand même, hein, parce que là, je suis en train de la laisser partir. Ah bah c'est parti, voilà. Tu vois, non, c'est violent, hein, c'est quand même violent. Les gens ne s'imaginent pas. Les gens ne s'imaginent pas de la force. Donc pour la petite histoire, la Fédération française des pêcheurs en mer, c'est la plus ancienne fédération. J'ai récupéré le poisson, je suis très content. De pêche. Tenez, je vous rends la canne. Bah, formidable, et tous ne le font pas. Donc bienvenue à la Fédération. Hein, j'aurai le plaisir de te remettre une licence l'année prochaine pour venir nous aider à pêcher le thon rouge. Alors là, le thon rouge, je crois que c'est encore plus costaud. Hein. Le thon rouge, c'est plus costaud. C'est des poissons chez nous qui font entre 150 et 300 kilos. Voilà. Je pense que j'ai pas encore le niveau quand même. Hein. Non, mais le niveau, tu l'apprends en pêchant, donc il faut venir pêcher. Alors là, vous, sur le plan d'eau ici, qu'est-ce que vous pêchez ? C'est quoi sur votre plaisir ? Sur le plan d'eau, on pêche beaucoup dans les pertuis. Dans les pertuis, on pêche la dorade grise, on pêche le bar, on pêche le congre, on va pêcher des sols, des rougets, des maigres également. La période du maigre, c'est d'avril à septembre. Donc là, c'est le poisson roi des pertuis hein, chez nous, hein, parce que il se reproduit que dans nos côtes. Voilà, et c'est avec grand plaisir qu'on a le pêcher. Et pour les personnes qui ne veulent pas partir, toutes les personnes qui veulent pêcher et qui ne veulent pas partir à l'étranger, vous pouvez venir essayer. Hein, nous sommes présents sur le salon jusqu'à dimanche. Essayez le simulateur, ça vous évitera de payer des frais d'avion. Et vous essayez justement aussi d'attirer de nouveaux pratiquants pour la pêche ? C'est le but d'une association, c'est d'avoir le maximum d'adhérents. Donc, comment il évolue, vous, le nombre d'adhérents à la Fédé ? Le nombre d'adhérents, en ce moment, c'est 10% l'an à peu près, en plus. 10% l'an, et toutes ces personnes sont attirées par le thon rouge.
qui est une pêche qui est en voie de développement et qui se démocratise. Les gens achètent plus facilement des bateaux, du matériel. On a des conseils à leur donner pour tous les intéressés. C'est vraiment super sympa comme pêche. Merci beaucoup Bernard. Donc moi ça y est, j'ai ma licence de pêcheur. Donc Marie-Ange et Tanguy, je vous attends. On viendra manger tous les poissons que vous attrapez. Florent, merci beaucoup. Mais attraper les poissons, c'est une chose. Les cuisiner, c'en est une autre. On avait envie de demander son avis à un expert, chef 3 étoiles, amarré à La Rochelle. Et oui, vous avez deviné, on parle de Christopher Coutenceau. Et c'est vous, encore Florent, qui l'avez rencontré pour nous. Effectivement, depuis les pontons du Grand Pavois, je suis avec Christopher Coutenceau. Bonjour Christopher. Alors, vous êtes cuisinier pêcheur et j'ai même envie de dire d'abord pêcheur. Bah oui, bonjour à tous. Oui, pêcheur en premier parce que c'est vrai, Bercé est natif de La Rochelle. Avec ce joli parc marin qu'on a face à nous, c'était la pêche, le surf, la chasse sous-marine et puis après la cuisine. Alors vous, en tant que pêcheur, vous pratiquez le no-kill. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ? Le no-kill, en fait, c'est pêcher le poisson pour le côté sportif et plaisir, et puis en remettre une bonne partie à l'eau pour une gestion de la ressource, et puis prélever juste ce qu'on a besoin pour se faire plaisir avec les copains le soir. Vous êtes également très attentif à la saisonnalité des poissons. Oui, la mer a des saisons, hein. C'est vrai que peu de gens le connaissent et le savent. Mais manger un bar au mois de janvier, c'est comme manger une tomate en plein hiver. Donc il faut bien en prendre conscience que le poisson arrête de se nourrir pendant 3-4 mois pour se reproduire. Donc il est enceinte, il est fibreux, il est nerveux, il est amaigri et sans gras. Et c'est le gras qui apporte le moelleux et le goût au produit. Donc on le laisse tranquille. Et puis aussi pour varier les plaisirs, hein. Il y a tellement d'espèces que l'être humain a dévalorisé avec... l'invention du poisson noble ou pas noble, parce que pour moi tous les poissons sont nobles et il y a des techniques comme le chinchard, vous voyez, en France. C'est un poisson local. Voilà, poisson local de l'Atlantique. On dit que c'est un poisson pour les chats. À la criée le matin, ça vaut 3,50 € le kilo. Au Japon, ça vaut 180 € le kilo. Alors c'est un poisson qui ne se cuit pas parce qu'il est vite fibreux et pailleux, mais cru, poisson exceptionnel. Vous voyez, c'est ça aussi la saisonnalité. Pour le pouvoir d'achat, pour ceux qui nous regardent, ça c'est intéressant aussi. Complètement. Bah oui, vous vous rendez compte, on a du poisson sauvage qui coûte moins cher qu'un steak haché industriel quand même. Et ça, c'est difficile à faire comprendre aux consommateurs qui vont peut-être aller, je sais pas, par exemple sur du saumon, là, quand on va au marché ou quand on va faire ses courses. Oui, il y a une grosse méconnaissance, hein, c'est vrai. Alors on travaille beaucoup, nous, tous les jours au quotidien, on explique ça à nos clients. On a sorti un livre sur la saisonnalité de l'océan aussi, avec quelques tours de main, comment le préparer pour les novices. Et puis on se bat beaucoup pour le faire savoir. On est ici au Grand Pavois. Pour vous, c'est un rendez-vous qui compte ? Complètement. Alors, à part cette année, parce que beaucoup de travail, mais on fait toujours avec David Seguin, un copain restaurateur de Niort, on fait toujours le Grand Pavois Fishing. Et c'est un moment de plaisir et de retrouver les copains pêcheurs. Et puis c'est la culture de chez nous, tout simplement. Et vous avez encore le temps de pêcher ? On est fermé le dimanche lundi, donc je m'accorde toujours une petite journée de pêche par semaine. Ouais, c'est vrai que c'est une vraie détente. Et puis ça m'a tellement apporté pour ma cuisine que c'est culturel, tout simplement. Et voilà pour ce rendez-vous avec un des amoureux de la mer de notre région. Merci beaucoup Florent et merci à votre invité. Et vous alors, Yannick Bessaven, les poissons, vous préférez les relâcher ou les manger ? Moi les poissons, je les mange. Par contre en course on n'a pas trop le temps de pêcher, on va un peu trop vite. Mais en croisière, oui. Non, je suis pas très bon pêcheur, mais bon, pour mes vieux jours, pour la retraite, je m'y mettrai peut-être. On va y réfléchir. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance du no-kill ? Cette tendance ? Du no-kill ? Oh, c'est très bien, non, c'est une bonne distraction. Je disais autant que de joueurs de football, c'est ça, non que de licenciés en foot. Non, la pêche, bien sûr, ouais. Moi, je pense qu'on devrait apprendre aux jeunes, que les anciens devraient apprendre aux jeunes les techniques de pêche, bien sûr. Quand on habite au bord de la mer, c'est intéressant. La mer et les bateaux, c'est aussi l'invitation au voyage cette année au Grand Pavois. L'invité d'honneur, c'est Tahiti. Et pour en parler, nous recevons Caroline Blondy. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en géographie et chercheuse à l'Université de La Rochelle et vous avez réalisé une thèse sur le tourisme en Polynésie. Oui, effectivement. Alors, est-ce que le tourisme aujourd'hui est encore compatible avec les préoccupations environnementales dont on a parlé depuis quelques minutes ? Grande question. Comme toutes les activités humaines, on est en droit de demander à ce que le tourisme devienne durable.
Et cette durabilité, elle concerne à la fois la dimension environnementale, la préservation effectivement de la biodiversité, la protection, quand on parle de Tahiti, de ses ressources lagonaires et aussi terrestres, mais c'est aussi la dimension sociale, savoir comment on fait pour que ce tourisme, les retombées de ce tourisme participent au développement de la société et font participer la population. Alors, comment sont accueillis les bateaux de croisière, par exemple, sur ces territoires? C'est les bras ouverts ou ça grogne? Généralement, c'est plutôt les bras ouverts, mais pas seulement, puisque de plus en plus, si on prend par exemple l'île de Bora Bora, le maire Gaston Tongsang essaie de réglementer cet accueil des bateaux de croisière avec une limitation du nombre de touristes pour essayer effectivement que l'arrivée de ces touristes qui se font donc sur des îles où les populations sont peu nombreuses, 10 000 habitants, on ait effectivement un accueil qui soit à taille humaine, ce qui est le gros avantage de Tahiti et de son accueil à la Polynésienne. Vous me le disiez quand on préparait cette émission, aujourd'hui les hôtels ont compris et s'adaptent aussi en répondant à une demande de plus en plus grande de la part de leurs clients. Oui, alors beaucoup diront c'est du greenwashing, certes, sans doute, parce qu'il y a aussi un intérêt, il ne faut pas se leurrer, des grandes firmes hôtelières à adopter effectivement ces politiques de protection de la nature, puisque c'est essentiellement sur cet aspect-là. Néanmoins, tout est bon à prendre, je dirais, et toute petite action, c'est le cumul de toutes ces petites actions qui peuvent faire que le tourisme est plus durable. Mais oui, les hôtels participent à cette prise de conscience. Ah, Parfait. bon, parfait. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Aujourd'hui, cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup d'être montés à bord à nos côtés. Un grand merci aux équipes de France 3 Poitou-Charentes et France 3 Limousin, France 3 Aquitaine qui se sont démenées pour vous proposer ce rendez-vous sous le soleil, belle mer et bon vent. Merci à tous.